Radio J. Radio J. Géopolitique le MAG. Steve Nadjar. Radio J. La deuxième partie de Géopolitique le MAG. Bonsoir Léa Landman. Bonsoir Steve. Et merci de nous rejoindre comme chaque semaine. Léa, vous vous intéressez cette semaine justement à la semaine de l'Iran sur la scène diplomatique. Eh oui. Alors, on va commencer par la fin. C'est l'Iran peut se sentir vraiment bien, vraiment très très bien cette semaine. Le statut de l'Iran n'a jamais été aussi bon en fait depuis 79 et la révolution islamique. Il suffit de regarder ahuri le déferlement d'hommages, de minutes de silence, de condoléances officielles faites à l'Iran pour celui qu'on appelle le boucher de Téhéran quand même. Je parle évidemment de Ebrahim Raïssi, ancien président iranien. L'ambassadeur du Mozambique, c'est le président du Conseil de sécurité de l'ONU pour le mois de mai, a demandé à tout le monde de se lever afin d'observer, je cite, une minute de silence pour la perte tragique de vie et pour présenter nos condoléances et notre sympathie à leurs familles, ainsi qu'au peuple iranien. Alors, une minute de silence demandée par la Chine, la Russie et l'Algérie, mais il n'empêche que tout le monde s'est levé, les représentants américains et français inclus. Les premiers à présenter leurs condoléances, le Hamas, les talibans, le Hezbollah, la Syrie, la Russie, etc. Pour l'instant, rien de surprenant. Pour l'instant, évidemment, eux, ce sont les proxys, les alliés, j'ai envie de vous dire, c'est normal. Mais ils ont été suivis par des responsables de l'Union européenne, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Joseph Borrell, le président du Conseil européen, Charles Michel, ainsi que le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi. Alors lui, c'est intéressant, on en reparlera plus tard. C'était peut-être logique parce qu'il doit maintenir des rapports, si pas cordiaux, de travail en tout cas de travail. Donc, pour maintenir les inspections des sites nucléaires. Voilà, et ça, on peut encore le comprendre. Mais aussi de la France, l'Allemagne, la Suisse, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis. Antonio Guterres s'est dit attristé par sa mort et a exprimé ses sincères condoléances. Alors Borrell et Michel ainsi que le Conseil de sécurité ont présenté leurs condoléances également aux citoyens iraniens affectés par le crash. Et là, on croit rêver quand même. Et ça peut s'expliquer du point de vue occidental ? Alors, si pour des raisons diplomatiques et intérêts géopolitiques, le leadership occidental veut présenter des condoléances, soit ça peut se comprendre. Mais d'être déconnecté au point de présenter des condoléances au peuple iranien et la minute de silence et la mise en berne du drapeau de l'ONU. Dans le code du drapeau des Nations Unies que je suis allée vérifier, je cite, « Le drapeau est mis en berne sur autorisation du secrétaire général dans les circonstances suivantes. » Donc le décès d'un chef d'État, etc. et d'autres circonstances. Donc en fait, c'est pas une obligation, c'est une décision. À l'initiative du secrétaire général des Nations Unies. Non, je ne sais pas si c'est à l'initiative, ça j'ai pas pu le vérifier, mais en tout cas, sur l'autorisation du secrétaire général. C'est pas automatique en tout cas. Non, ça n'a pas l'air d'être automatique. Donc on a fait le choix d'honorer la mémare d'un dictateur. D'un dictateur. Au-delà d'être quelqu'un qui est à l'origine de dictateur qui a quand même été l'initiateur de meurtres et d'assassinats de milliers d'Iraniens. Et d'actions terroristes via des proxys. À travers le monde. Et quand même, on lui fait cet honneur. C'est particulier quand même. Plus que ça même. Ouais, encore une fois, que les alliés de l'Iran le fassent, c'est normal, mais que les démocraties occidentales participent parce que vraiment c'est une mascarade, alors que l'Iran menace l'Occident, orchestre des attentats en Europe, kidnappe des citoyens américains et européens, évidemment se donne à cœur joie dans une répression domestique intense, torture des femmes iraniennes et tant d'autres. Cela demande quand même une petite remise en question, ou en vrai, tout simplement, juste des questions en fait. Je ne suis pas sûre que le même traitement de faveur serait accordé à Vladimir Poutine ou Bachar el-Assad. Alors, est-ce parce que l'Occident a une sorte de fascination pour l'Iran et par malhonnêteté intellectuelle pour la République islamique ? Ou est-ce plutôt un orientalisme 2.0 ou encore parce qu'il faut garder un canal de communication ouvert avec l'Iran ? Ou tout simplement, on a affaire au bon vieil apaisement ? Probablement un mix de tout ça. Vous pourriez me dire, Steve, que c'est une histoire de protocole et qu'à l'ONU, tout le monde a sa place. C'est un peu le but de cette organisation, après tout. Mais ce que je retiens de tout ça, c'est que l'Iran est devenu une puissance régionale et internationale incontournable. Et en fait, ces condoléances représentent le statut de l'Iran sur l'échiquier mondial. Léa, comment l'Iran a fait pour passer de paria à paria néanmoins respecté et que les grandes puissances essaient d'apaiser ? Alors, c'est une très bonne question et c'est vraiment un peu le cœur du sujet. Suzanne Maloney, c'est la vice-présidente et directrice des recherches en affaires étrangères du Brookings Institute. Elle parle d'activités malveillantes de l'Iran, qui se manifestent par son programme nucléaire et son expansionnisme régional, ainsi que par une longue tradition de kidnapping, d'attentats et d'activités criminelles à travers le monde.
En ce qui concerne le nucléaire iranien, on va le faire très brièvement parce que c'est un sujet en soi. En 2015, je rappelle, les puissances arrivent à un accord avec l'Iran, l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien, dans le but de superviser son programme nucléaire et d'envisager progressivement la levée des sanctions économiques. En 2018, Trump se retire de l'accord et depuis, le leadership iranien a accéléré son programme. Le chef de l'AIEA, donc, s'est dit inquiet des Rafael restrictions. Grossi. Exactement, s'est dit inquiet des restrictions imposées par Téhéran sur le partage et les visites. Et Loïs Fayet de l'IFRI dit que l'Iran ne semble pas posséder une arme nucléaire, mais ce qui l'en empêche, en fait, c'est une décision politique, pas les capacités physiques et techniques. Si l'Iran décidait de construire une bombe nucléaire, en fait, elle peut le faire. L'Iran nucléaire serait pratiquement libre, en fait, d'agir comme bon lui semble dans la région, provoquant une course nucléaire et dans la région, et mettant le Moyen-Orient dans un état permanent de tension très importante. Si l'attaque iranienne du 13 avril nous apprend quelque chose, c'est que l'Iran n'a plus peur, en tout cas, de confrontation militaire. Ça ne veut vraiment pas dire que l'Iran utilisera l'arme nucléaire parce qu'ils sont quand même pas fous, mais elle saura l'utiliser pour gagner la place qu'elle veut avoir de nouveau sur l'échiquier mondial. C'est aussi un moyen de sanctuariser son territoire. D'abord sanctuariser son territoire, et puis pensez à la Corée du Nord, par exemple. Ce pays qui est rien, vraiment pas rien, mais il a une arme nucléaire. Du coup, intouchable. Pratiquement intouchable. Bon, avec la protection de la Chine, mais vraiment intouchable. Deuxième canal de malveillance, c'est la politique étrangère de l'Iran qui a 3 grands objectifs, si vous voulez. Chercher à sécuriser le régime en combattant ses ennemis dans d'autres territoires, donc pas sur l'Iran. Par exemple, le Liban, l'Irak. L'Iran est un État à majorité musulmane chiite, tandis que la plupart des régimes au Moyen-Orient sont gouvernés par des dirigeants musulmans sunnites, notamment l'Arabie saoudite, l'un de ses principaux rivaux. L'Iran affirme agir pour protéger les musulmans chiites et combattre les États-Unis, Israël et les concurrents tels que l'Arabie saoudite, ce qui explique aussi son soutien au Hamas qui est sunnite et pas chiite. Léa, comment ça se traduit sur le terrain ? Alors, la position stratégique de l'Iran expansionniste comme on l'a dit, contrôle aujourd'hui de manière ou d'une autre, directement ou non, 4 pays. Le Liban, le Yémen, l'Irak et la Syrie. Et entretient des proxys dont le Hamas, et je n'ai pas une carte là, mais si vous visualisez en fait le Moyen-Orient, l'Iran s'est construit un corridor d'influence est-ouest jusqu'en Méditerranée. Alors pourquoi ces 4 pays ? En partie par opportunisme et en partie à cause du vide du gouvernement et de gouvernance dans ce pays, surtout après que les États-Unis se soient retirés. Donc Maloney l'explique très bien d'ailleurs, l'Irak, zone tampon chiite contre le monde arabe à majorité sunnite, et dans une certaine mesure contre la Turquie sunnite. De plus, l'Irak est un point terrestre crucial vers la Syrie, le Liban et à l'avenir, peut-être, la Jordanie. Et surtout, même avant le retrait américain, ils avaient laissé l'Iran prendre une place majeure dans la reconstruction. Les Américains avaient laissé l'Iran prendre une place majeure dans la reconstruction et les négociations. Pour faire tomber Saddam Hussein. Oui. Curieux Et pareil. après, pour la reconstruction. C'est ça, c'est plein d'intérêts qui sont, comme d'habitude au Moyen-Orient, qui n'ont pas l'air naturels en fait. L'Iran doit contrôler à la fois la Syrie et le Liban pour 3 raisons. En tant que porte d'entrée vers la Méditerranée, en tant que bouclier étendu contre la Turquie et Israël, et en tant que base de lancement pour des roquettes et des missiles en direction d'Israël. Pour Téhéran, l'accès à la Méditerranée est d'une grande importance, cruciale même, pour sécuriser donc les débouchés vers l'Afrique du Nord et l'Europe. La Syrie. L'Iran se distingue de plus en plus comme un gagnant régional dans le conflit syrien, peut-être le gagnant régional. Ça crée nécessairement de l'inquiétude tant pour Israël que pour l'Arabie saoudite, surtout après le retrait des troupes américaines de Syrie. Le retrait des États-Unis a également créé un vide de pouvoir qui est actuellement disputé par les partisans d'Assad, l'Iran, la Turquie et la Russie. Et enfin, le Yémen. Contrôler le détroit de Bab el-Mandeb, qui relie la mer Rouge au golfe d'Aden, donne accès à la mer Rouge, et de là à Eilat, au canal de Suez et à la Méditerranée. Et en fait, c'est une énorme valeur stratégique pour Téhéran, enfin presque une opportunité dont ils n'auraient pas pu rêver. Avec le détroit d'Ormuz, ce qui est la porte d'entrée du golfe Persique vers l'océan Indien, que l'Iran contrôle, il s'agit de l'un des emplacements les plus stratégiques du Moyen-Orient. Pour conclure, Léa, qu'en est-il des milices ? Alors, on voit très clairement comment l'Iran utilise ses proxys dans la guerre à Gaza. C'est le plus simple. Le Hezbollah au Liban qui mène une campagne coriace contre le nord d'Israël. Les milices chiites en Syrie et en Irak qui ont attaqué des bases américaines jusqu'en janvier. Mais après avoir tué 3 soldats américains, Biden a clairement fait comprendre qu'il fallait vraiment s'arrêter là. Et au Yémen, les Houthis lancent régulièrement des attaques sur des navires. À la base, l'Europe était frileuse de prendre des grandes décisions contre l'Iran. Mais pour des raisons économiques évidemment, mais aussi politiques, c'est un choix. Et en fait, on voit, je veux principalement parler du silence de l'Europe dans ce contexte-là, en fait. L'Europe est absente de tout ce mishmash au Moyen-Orient.
Et encore Ça, plus depuis le 7 octobre? Pas plus depuis le 7 octobre, mais en tout cas, alors que l'Europe aurait pu prendre une position primordiale, ou en tout cas très avancée, peut-être pas au niveau militaire et politique, mais en tout cas au niveau de la reconstruction, au niveau du développement de Gaza, ils ont tellement zigzagué, en fait, que je vois pas du tout comment ils re-rentrent dans ce truc-là. Et puis surtout, ils n'ont aucun impact sur l'Iran, et ils n'ont pas vraiment de volonté de stopper l'Iran. Il n'y a pas de volonté européenne effective de stopper l'Iran. On le dit, mais moi, je vois les preuves, c'est tout. Je vois ce qui se passe sur le terrain. Il faut des actes et il manque côté européen pour l'instant. Il n'y en a pas. En fait, il y a d'énormes intérêts économiques, il y a d'énormes intérêts politiques. Et surtout, les Européens, pourquoi ils iraient s'embêter avec ce pays lointain c'est vraiment complexe. Des conséquences militaires, économiques, géostratégiques. Et surtout des conséquences avec la Chine, avec la Russie. C'est-à-dire, ça entraîne en fait tout un jeu très compliqué. Mais le positionnement de l'Europe, la neutralité, dans ce sens-là, ça marche pas, ça peut pas marcher. En tout cas, à tout ça, je voulais juste rajouter des campagnes d'influence. Un mot. Un mot. À tout ça, on rajoute des campagnes d'influence et de désinformation plus ou moins sophistiquées, des campagnes d'influence qui ont un effet vraiment déstabilisateur. Mais je ne peux pas terminer cette chronique sans rendre hommage aux femmes iraniennes, représentées en France par Femme Azadi, femme libre, Mona Jafarian et tant d'autres, qui, elles, par amour pour l'Iran, dénoncent les horreurs de la République islamique. Elles se rendent compte aujourd'hui que leurs alliés naturels les ont lâchés, et sont lâches dans le meilleur des cas. Sophia Aram a parlé du silence assourdissant après le 7 octobre. J'aurais aimé avoir un peu plus de silence et moins d'hommages en ce qui concernera ici, et les condoléances aux peuples iraniens. Et nous avec vous. Merci beaucoup Léa Merci, Landin d'avoir été avec nous. On peut retrouver votre chronique notamment en vidéo sur notre chaîne YouTube. Bonne soirée à vous. Bonne soirée.